Indépendance, 40 ans après, le Congo reste une référence de la connerie humaine et de ses conséquences. Souffrance, larmes, sang coule en abondance. Serait-il pas temps de s'accepter avec nos différences, divergences d'opinion ou d'appartenance? Tout le plaisir, tout le profit et tout l'honneur est à vous ce jour d'accueillir dans le cadre du cours d'APAD, que nous appelons Aspect politique administratif du développement, un intervenant de marque, j'ai nommé le professeur Kamana, théologien et philosophe à la fois. S'il faut le présenter, je dirais plutôt que le professeur Kamana est quelqu'un que l'on ne présente plus. Non seulement par son nom, sa production scientifique, plus d'une dizaine d'ouvrages, ils sont là pour quelques-uns, mais aussi en raison de sa vision décapante d'intellectuel, telle que l'on peut l'apprécier à travers ses contributions régulières dans le quotidien Le Potentiel, interview à la Télé 7, mais aussi à sa pensée prolifique, comme l'illustrent les nombreux ouvrages qu'il a eu à publier. Je m'empresse de lui accorder la parole pour nous parler d'un sujet qui s'inscrit en droite ligne avec les préoccupations qui sont les nôtres dans le cadre de notre enseignement. Je lui laisse la primauté. Chers étudiants, j'éprouve une joie particulière à être à l'université de Kinshasa aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur la tendance actuelle de la pensée africaine et le problème du développement. Je suis d'autant plus heureux que c'est dans cette université, quand j'étais étudiant à l'Institut Saint-Pierre Canisius à Kimwenza, ici à côté, il y a déjà plus de 30 ans, c'est dans cette université que j'ai présenté ma première conférence publique en tant qu'écrivain. Et je me souviens encore du tract que j'ai éprouvé ce jour-là. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus solide, parce que ce n'est pas un étudiant, un jeune étudiant qui parle à d'autres étudiants, mais c'est un professeur qui, au bout de 30 ans, revient à l'université où il a commencé la série de ses conférences publiques. Il est important pour votre génération de savoir dans quelle situation, dans le monde d'aujourd'hui, vous vous trouvez comme Congolais, comme Africains, et devant quels défis et quels enjeux d'avenir vous serez confrontés pour pouvoir construire votre avenir, pour pouvoir construire ce pays et pour pouvoir construire ce continent en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance, en ayant une connaissance profonde de la manière dont les problèmes
qui seront de plus en plus les vôtres ont été pensés par vos prédécesseurs, sont pensés actuellement par les élites africaines, et cela vous permettra de regarder l'avenir avec l'urgence pour vous-même d'apporter à la pensée africaine, qu'elle soit politique, économique, sociale, culturelle ou religieuse, y apporter votre propre pierre. Pour pouvoir vous parler de la situation globale, des tendances de la pensée africaine aujourd'hui, j'aimerais d'abord commencer par une analyse du contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, contexte qui nous permettrait de bien comprendre, de bien saisir d'où nous parlons et vers où nous allons après avoir vu d'où nous venons. Que le monde dans lequel nous vivons est caractérisé encore par les grandes tendances de la sortie de la guerre froide et des révolutions démocratiques que l'Afrique a connues. Révolutions qui datent de 1989 avec l'effondrement du mur de Berlin et qui continuent encore avec ce que l'on a appelé dernièrement le printemps arabe. Et préoccupé par l'émergence de nouvelles possibilités de puissance pour les nations. La guerre froide a été dominée par la puissance américaine et la puissance soviétique, avec ce qu'on peut considérer à la fin comme la victoire du monde capitaliste sur le monde communiste. Et avec cette victoire, la construction au lieu d'un monde unipolaire, dominé par les États-Unis, par l'Occident, pour parler globalement, on a vu surgir un monde qui est caractérisé par l'émergence de nouvelles puissances, la quête de nouvelles puissances par toutes les nations qui auraient aujourd'hui envie de se donner, en tant que nation, une certaine stature et de pouvoir s'imposer dans leur imagination du monde et dans leur capacité de faire de ce monde un monde où ils comptent en tant que pays. La Chine prend de plus en plus dans notre vie quotidienne pour vous rendre compte qu'une nouvelle puissance émerge. Et tout pour faire de l'Afrique et du Congo un enjeu stratégique capital. Aujourd'hui, une donnée essentielle pour la compréhension de l'ordre mondial actuel et pour l'émergence du monde, du nouveau monde, de l'avenir à partir de la France, à partir des États-Unis, à partir de l'Occident dans son ensemble. Autant votre génération ne peut pas imaginer l'avenir sans la Chine. Et je dirais même, ne peut pas imaginer l'avenir sans parler chinois. Et ça devient maintenant, pour la conquête de votre propre place dans le monde, une nécessité absolue. Mais il n'y a pas que la Chine. Il y a les dragons, les pays que l'on appelle les dragons asiatiques, qui prennent de plus en plus d'importance dans l'économie mondiale, dans la politique mondiale, et entrent dans une compétition telle avec l'Occident qu'on sent que le monde n'appartient plus à ce que l'Occident voulait, à ce que l'Occident représentait. En fait, vous êtes une génération post-occidentale. Dans l'imagination que vous devez avoir de votre avenir, vous êtes une génération post-occidentale, vous êtes une génération tournée vers la Chine, vous êtes une génération tournée vers les dragons asiatiques, et vous êtes une génération qui devrait désormais compter avec le fait que l'Occident
a cessé d'être le rêve du monde, que l'Occident a cessé d'être l'avenir de la planète, que maintenant, l'Occident est un problème que vous deviez gérer dans les relations avec les nouvelles puissances montantes, devant des responsabilités nouvelles. Et face à ces responsabilités nouvelles, cela exige une nouvelle tournure d'esprit, de nouveaux modes logiques, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de rêver l'avenir. Construire puisse être un continent et un pays capable de s'affirmer avec les nouvelles possibilités de puissance qu'on devrait lier avec tous les problèmes auxquels le tropisme occidental nous a condamnés jusqu'ici. Voilà le premier élément que je voulais souligner sur le monde dans lequel nous vivons, l'émergence de ces nouvelles puissances. Pour dire que cette émergence devrait être dans vos esprits la possibilité aussi de l'émergence de nouvelles puissances africaines. Et notre pays, la République démocratique du Congo, a vocation, naturellement, de par sa place centrale en Afrique, idéologiquement, de par le rêve qui nous a toujours porté depuis Lumumba jusqu'à maintenant, de par, malgré les crises qui nous écrasent, malgré tout cela, savoir que nous portons un rêve de puissance qui est lié au rêve de puissance en Afrique, et que vous appartenez à une génération de la concrétisation de cette puissance par l'ambition, le rêve, l'espérance et surtout l'urgence de construire un Congo qui soit une nation de puissance et de grandeur. C'est notre vocation. En même temps, c'est notre vocation de réfléchir sur ce qui nous arrive, parce que nous vivons dans un pays qui est aujourd'hui le miroir grossissant de tout ce que l'Afrique a comme problème. Celui qui veut savoir comment va l'Afrique n'a qu'à regarder la République démocratique du Congo. Celui qui veut comprendre pourquoi l'Afrique ne marche pas doit chercher à savoir pourquoi le Congo ne marche pas. Celui qui veut savoir comment il faut libérer l'Afrique doit se poser la question de savoir comment libérer le Congo. Et celui qui veut savoir vers où la jeunesse africaine doit aller et quels sont ses problèmes, il n'a qu'à regarder le Congo et il se rendra compte de ce qui s'y passe aujourd'hui. Notre rêve de puissance fait partie de notre vocation dans le contexte actuel d'émergence de nouvelles puissances. Mais, tant nous vivons avec l'émergence de nouvelles puissances, autant nous vivons dans un contexte dominé par de nouvelles peurs. Regardez la télévision, écouter les informations, et particulièrement Radio France Internationale, qui est devenue maintenant notre radio d'information principale en Afrique, pour vous rendre compte comment, ou même pour prendre conscience de la situation de peur qui déterminera votre propre avenir et votre capacité d'imaginer la puissance du Congo dont je suis en train de parler, qui est liée à la montée de l'islamisme, mais derrière ce que vous entendez autour d'Al-Qaïda, autour de Ben Laden, autour de tous les attentats qui, d'une manière ou d'une autre, ébranlent les fondations du monde dans lequel nous vivons, tout ce que vous entendez là signifie au fond la confrontation entre l'Orient et l'Occident. L'Occident a peur. Depuis que nous avons rencontré l'Occident, il y a bientôt 5 siècles, c'est la première fois que l'Occident a peur. Il était arrogant, convaincu
d'avoir l'avenir avec lui, mais aujourd'hui, nous doutons de lui comme il doute de lui-même. Des événements comme la crise économique de la Grèce ne sont pas des événements périphériques. Ce sont des événements qui touchent l'Occident ébranlé dans sa propre puissance et qui perd de plus en plus la maîtrise du monde qu'il croyait avoir dominé et avoir à dominer pendant des siècles et des siècles. L'Occident a peur de l'Orient. Il faut entendre par Orient le seul monde qui aujourd'hui a la capacité de mobiliser des énergies de l'imaginaire pour attaquer l'Occident sur les points les plus essentiels, c'est-à-dire l'esprit humain, la spiritualité humaine et la capacité de mobiliser les forces mentales pour pouvoir lutter pour la construction de notre monde possible, mais avec les moyens de violence qui étaient jusqu'ici l'apanage de l'Occident dans la domination du monde. Pourquoi l'Occident a peur? Parce qu'il n'a plus le monopole de la violence. Il a peur parce qu'il sait maintenant qu'on peut attaquer les deux tours jumelles aux États-Unis, comme l'a fait Al-Qaïda. Il a peur parce qu'il sait que des jeunes gens bien travaillés mentalement sont capables de se faire exploser avec, dans des avions avec les passagers, sont capables de se faire exploser dans des marchés, dans des supermarchés, sont capables, partout où l'Occident se présente comme force et puissance, on a maintenant une jeunesse d'Orient capable d'imposer la violence ou d'opposer la violence à la violence. Cette peur-là, elle structure de plus en plus l'ordre mondial. Parce que c'est désormais à partir de cette peur que l'Occident pense sa relation avec tous les autres continents, particulièrement avec la République démocratique du Congo ou avec l'ensemble de l'Afrique. Désormais, l'Occident que vous rencontrerez, c'est un Occident qui a peur et qui fera tout par peur, comme un chien ou un lion acculé, et qui risque alors d'utiliser tous les moyens de lion acculé pour pouvoir penser la politique qui sera sa politique d'avenir. Nous en savons tous quelque chose, nous les Congolais, dans la manière dont aujourd'hui la politique d'immigration dans des pays comme la France, la Belgique, est telle aujourd'hui qu'on n'a plus besoin de nous là-bas parce qu'on a peur de nous. Et cette peur-là, il faut en faire une force pour la construction de notre propre pays. Il y a aussi les peurs écologiques qui dominent le monde dans lequel nous sommes. Et ces peurs sont aussi liées à l'irresponsabilité du mode de vie occidental. Au temps où j'étais étudiant ici, j'étais venu voir un jour le film Missing, qui était présenté à la salle de promotion, comme on disait, de notre temps. Et c'était un film qui traitait du coup d'État contre le président Salvador Allende au Chili. Et ce coup d'État était conduit par le général Pinochet. Et dans le film, l'ambassadeur américain parle et il dit ceci: notre mode de vie est non négociable. Donc, on peut tout négocier, sauf le mode de vie de l'Occident actuel. Or, ce mode de vie demande de l'énergie. Ce mode de vie demande la destruction de nos écosystèmes. Ce mode de vie exige la domination du monde par l'Occident. Ce mode de vie est irresponsable pour l'avenir de l'humanité. Mais il est non négociable. À partir de ce moment-là, vous comprenez pourquoi notre pays, comme
l'Afrique, nous devenons le centre de ces peurs écologiques. Nous avons le malheur d'avoir l'une des plus grandes forêts du monde, un des poumons de la planète, avec l'Amazonie. Et maintenant, parce qu'il y a peur écologique, il faudrait qu'on enlève aux Congolais leur capacité de penser leur propre forêt et de pouvoir protéger leurs propres poumons de vie, parce que ce poumon de vie est un héritage universel, dit-on, mais c'est plutôt un héritage de domination de l'Occident à cause de ces peurs écologiques qui sont des peurs d'avenir. Vous devriez vivre désormais avec cette donne que les peurs écologiques constituent aujourd'hui le point de départ, l'un des points de départ de votre compréhension de la puissance, de la place de puissance et de grandeur que notre pays, comme le continent africain, devrait occuper. En même temps, et ce sont les troisièmes peurs, les peurs nucléaires s'intensifient. Vous avez sans doute appris ce qui s'est passé au Japon, et avant ce qui s'est passé au Japon, les catastrophes qui ont eu lieu en Union soviétique, à Tchernobyl dans le temps, et d'autres catastrophes qui font maintenant penser que là où on croyait que l'énergie nucléaire était une garantie absolue, qu'on pouvait contrôler de manière absolue, cette certitude-là s'envole et nous commençons à comprendre que maintenant, la réflexion sur l'énergie, l'utilisation de l'énergie, c'est-à-dire le mode de vie dans lequel vous devriez aujourd'hui vous inscrire, exige de la réflexion et qu'il n'est plus possible de vivre sans faire des choix face au nucléaire, face au système écologique. Ce sont des débats de votre génération et on attend des réponses parmi vous pour que, dans votre réflexion sur l'avenir, vous mettiez la question énergétique au cœur de vos propres préoccupations. Enfin, vous connaissez mieux que moi, ici où vous êtes, les peurs économiques. Oui. Les peurs économiques. L'Europe a peur pour la Grèce. Mais l'Europe, ce n'est pas seulement la Grèce qui fait peur dans sa crise, mais l'Europe sait qu'après la Grèce, si j'écoute ce qui se dit là-bas, ça sera le Portugal. Après le Portugal, ça sera l'Espagne. Après l'Espagne, ça sera la France. Alors vous imaginez, il y a peut-être que l'Allemagne qui résiste encore. L'effondrement économique de l'Europe est visible et manifeste, mais l'Occident est aveugle et veut croire qu'il est encore en mesure de pouvoir contrôler tout cela. Mais en réalité, la crise économique actuelle montre que le maître est nu et que nous pouvons maintenant regarder cette civilisation et cet ordre occidental avec une distance critique qui nous permette maintenant de nous situer nous-mêmes par rapport à nos propres intérêts, par rapport à notre propre vision d'avenir, par rapport à nos responsabilités en tant que citoyens d'un pays comme le Congo ou d'un continent comme l'Afrique, par rapport à ce que nous voulons rêver pour notre propre avenir. Au fond, la description de ce contexte, je la voulais pour que vous compreniez que le monde change et qu'il y a des mutations fondamentales et que c'est en fonction de ces mutations fondamentales qu'il faut aujourd'hui imaginer l'avenir. Pour nous en Afrique, comment se présente ce contexte? Comment le vivons-nous? Et quelles sont
les orientations que nous nous donnons pour réagir à ces contextes-là. Ce qui caractérise notre continent, c'est une sorte de silence et d'indifférence par rapport aux enjeux mondiaux de l'avenir. Au moment où de nouvelles puissances émergent, comme la Chine ou les dragons asiatiques, on a l'impression que cette préoccupation de l'émergence des puissances n'est pas au cœur de notre propre vision de l'avenir. Regardez notre pays, parce que c'est avec l'Afrique du Sud et le Nigeria, le pays qui peut prétendre véritablement à être une puissance. Mais regardez ce qui se passe en matière de réflexion sur la puissance. Qu'est-ce que le Congo a produit jusqu'ici en matière de sa vision de puissance? Eh bien, pas grand-chose depuis 50 ans. Depuis la mort de Lumumba, dont le discours du 30 juin était une vision d'avenir, nous avons enchaîné des lamentables slogans dont on aurait pu croire qu'ils constitueraient une idée de l'avenir, mais qui sont devenus des farces que nous répétons sans jamais leur donner le contenu. Vous n'étiez pas encore né quand Mobutu a lancé sa révolution de l'authenticité au Zaïre. Nous avons changé de nom, nous avons débaptisé nos villes, nous avons voulu offrir au monde une vision d'un Congo libre et capable de décider. Très vite, c'est devenu une farce. Nous avons dansé, chanté, et pendant que nous dansions et nous chantions, notre pays s'effondrait progressivement, jusqu'à la fin du règne de Mobutu. Après Mobutu, ceux qui sont venus nous ont dit qu'on commençait le nouveau règne de la puissance et de la liberté pour la République démocratique du Congo. Et vous observerez depuis 97, comme on dit chez nous, jusqu'à nos jours, vous remarquerez qu'il n'y a aucune impulsion de véritable puissance pour la construction d'un Congo qui soit autre chose que la farce pour les Congolais. Ça fait longtemps, ça va depuis 94 que je n'étais pas passé au pays. Quand je suis revenu, vous imaginez que j'avais vraiment l'intention de regarder pour voir s'il y avait quelque chose au fond qui bougeait dans le pays et qui montrerait qu'on entrait dans une ère de la foi en la puissance. D'autant plus que j'avais entendu du Cameroun où je vis, j'avais entendu que nous voulons être un pays émergent d'ici 2020. Alors, moi, ça m'intéressait de savoir ce que nous faisons pour être un pays émergent en 2020. Alors, j'observe tout depuis que je suis là avec cette grille-là. Or, je constate quoi? Je constate que dans l'ensemble de la population que je croise, dans les débats télévisés, dans les rencontres individuelles que j'ai faites, je constate plutôt que nous sommes en voie d'une régression qui sera de plus en plus catastrophique parce que nous ne pensons pas les conditions même de notre propre émergence. Alors je pense à un humoriste camerounais. Parce qu'au Cameroun aussi, on nous a dit que le pays doit devenir un pays émergent, horizon 2035. Et un humoriste camerounais a dit « Ah, on veut nous faire émerger, c'est très bien, mais
pour émerger, il faut d'abord être noyé. Mais qui nous a noyés? La question, je ne l'ai pas entendue, ici chez nous, mais les attitudes, c'est frappant partout. Qu'est-ce qui est frappant pour un Congolais qui vient de l'étranger et qui redécouvre Kinshasa? Ce sont les banderoles publicitaires pour les concerts de nos musiciens. Ça m'a tout de suite frappé. Le premier taxi qui m'a pris, j'ai vu tellement de banderoles. Je lui ai dit, mais mon frère, ils sont tous là. Il dit, qui? Je dis, mais les musiciens. Je vois JB fait un concert, Papa Wemba fait un autre concert, Fali Poupa fait un concert, Boziane a fait un concert. J'ai dit, mais ce n'est pas possible qu'ils soient tous au pays. Mais s'ils sont tous au pays pour faire des concerts, il suffit de réfléchir un peu pour se rendre compte qu'ils vont nous prendre maintenant dans les griffes de leur vision du monde. Voilà. Et c'est là que j'ai vu que Kofi, c'est celui qui a fait le plus fort. Il a sorti Abracadabra. Et tout de suite, dans ce titre et dans la domination de cet esprit de musique que je vois partout, je me suis dit, c'est vrai, nous sommes devenus un pays Abracadabra. Ce n'est pas un pays émergent. C'est vraiment de l'abracadabra. Et cela est d'autant plus frappant que je regarde à la télévision les émissions qui passent. Et je suis étonné par la manière de chanter et de danser des Congolais actuellement à travers la télévision. Abracadabra est vraiment, comme dit Jeune Afrique, un coup de rein de trop. On est entraîné dans ces coups de rein qui donnent un certain esprit. Et alors, j'ai pensé à l'étude du professeur Pius Ngandou quand j'étais encore étudiant. Nous étions en 1978 quand Pius Ngandou a fait une étude sur la danse congolaise. De 1960 à 1978. Il était frappé par une chose. Notre musique et notre danse ont commencé par la douceur, la lenteur, la capacité de rythmer la rumba avec une certaine dignité, une certaine élégance dans la manière de danser. Et on voyait à ce moment-là un pays qui entrait dans une nouvelle ère et avec une musique qui correspondait. Ngandou constate que plus les années avançaient, plus la musique s'accélérait. Et dans cette accélération, c'était l'esprit du pays qui perdait de plus en plus sa capacité de réfléchir lentement sur ce qui se passe. Alors, en 78, sortit alors une danse qui était le sommet dans l'étude de Pius Ngandou. Il disait, c'était Silaouka, la danse là. Hein. Vous ne savez pas, nous on dansait Silaouka, on tournait la tête comme ça. Silaouka, Silaouka, Koyamabe, Nakozwa Liboma, Situtuka. Et Ngandou disait, voilà où nous en sommes. Nous sommes un pays où nous sommes devenus fous. Hein, Silaouka. Et cette folie, je la retrouve encore maintenant, avec une différence, que ce n'est plus les têtes que nous bougeons, c'est les bassins et les croupes. Et le Congo est maintenant sous la ceinture. C'est ça qui frappe. Au moment où d'autres pensent à la puissance, nous nous enfermons en dessous de la ceinture. Voilà ce qui me frappe. Mais ce qui me frappe aussi, c'est le nombre de panneaux publicitaires de nouveaux types de spiritualité. J'ai vu énormément dans la ville de Kinshasa, il y a de nouveaux pasteurs, de nouvelles églises. Alors je passe, je regarde les noms des églises, mais on y trouve de tout. C'est un pays aujourd'hui envahi par des spiritualités d'imbécilisation collective. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser. Nous sommes dans un processus
d'imbécilisation collective par des religiosités idiotes. Il suffit de... Maintenant, je me réveille à 5 heures pour regarder un peu les spiritualités congolaises. Il y a des moments où j'ai l'impression que le démon a remplacé Dieu dans ce pays. Le démon a remplacé le Christ. Et que tout est fait pour le chasser. Hier, il y avait un qui chassait les démons de la paresse. Je croyais que la paresse était de la responsabilité de chacun. Non, là, ce sont les démons de la paresse qui se sont emparés du pays. Mais en même temps, qu'on chasse tous ces démons, j'ai noté l'absence d'un discours typiquement politique, d'analyse politique et d'analyse économique de la part de ceux qui sont en train de présenter les émissions le matin. Comme si il y avait une spiritualité pour noyer les problèmes économiques et les problèmes politiques du pays. Est-ce ainsi qu'on devient émergent? On peut se poser la question. Et en plus, toujours ici chez nous, c'est l'absence d'un positionnement mondial du Congo. Pour dire, nous voulons, dans le monde d'aujourd'hui, imaginer un Congo qui puisse avoir une ambition mondiale, un projet mondial. Au contraire, le Congo s'est enfermé sur lui-même et ses intellectuels se sont pour la plupart tués. Autant j'entends les musiciens et je vois partout leurs banderoles, autant je vois les nouveaux pasteurs, les nouveaux mouvements religieux agités partout la ville et imposer partout des panneaux publicitaires visibles, autant le silence des intellectuels sur notre place dans le monde me frappe. Comme si nous nous trouvions dans une situation où l'intelligence s'est tue. Oui, l'intelligence s'est tue. Et ce qui m'a frappé quand je suis venu ce matin ici chez vous, c'est qu'il n'y a pas de lumière dans vos salles. Alors je me suis dit, même à l'université, les lumières se sont éteintes. C'est la lumière de l'intelligence du Congo qui s'éteint. Et je le vois dans les universités que j'ai visitées. Ça s'éteint parce qu'il n'y a plus d'ambition. Dans les forces intellectuelles, de faire de ces pays un grand pays intellectuel. Et pourtant, ce pays fut un grand pays intellectuel. Et c'est là que je vais vous parler des tendances qui sont nées dans ce pays pour toute l'Afrique. 1970, le Congo était le pays où on pouvait dire que les débats intellectuels étaient les plus avancés, les plus agités, en même temps les plus fertiles pour la construction de l'Afrique nouvelle. Le Congo était l'espérance de l'Afrique en termes d'investissement dans les débats intellectuels et dans la capacité des intellectuels africains à penser sérieusement, vigoureusement, fertilement l'avenir du continent. Oui, dans cette université est né un débat essentiel sur notre identité en tant qu'Africains. C'est ici que Monseigneur Tarcisse Tshibanga, qui est encore jeune étudiant, comme vous, avec son professeur Van Est, se sont affrontés sur la question de savoir est-ce que les Africains peuvent avoir une théologie africaine. Van Est disait non, la théologie est universelle. Tshibanga disait non, la théologie est locale et doit être portée par les forces locales. Et nous, Africains, nous, Congolais, en tant que nouveau peuple indépendant, nous avons l'ambition d'être nous-mêmes capables de produire une théologie. Ça signifiait quoi? C'est ici que dans ces débats-là est née la véritable Église africaine nouvelle capable de penser les problèmes de l'Afrique. Nous avons oublié cela. Oui, nous avons oublié cela. C'est ici, au Congo, que
les débats sur l'identité africaine. Quelles sont les valeurs de l'Afrique? Quelles sont les normes de vie qui permettent à un peuple de pouvoir s'affirmer comme peuple? C'est ici au Congo que nous avons poussé partout en Afrique cette dynamique-là. C'est ici au Congo que nous nous sommes demandé quelle serait la liberté que nous devons nous donner pour construire pour construire l'avenir de nos pays. La pensée de la libération, c'est-à-dire la capacité de prendre son destin en main et d'ouvrir des voies de la responsabilité et de la compétitivité dans le monde. Liberté, responsabilité, compétitivité, dans les années 70-80, c'était au cœur des débats intellectuels des Congolais. Nous étions le pays, non seulement de la liberté, de la fierté d'être libre, grâce à cette philosophie de l'authenticité, mais aussi de la capacité de réaliser ce que Mobutu appelait en ce temps-là la révolution comparaison. La capacité de montrer qu'un pays comme le nôtre pouvait être plus développé que tous les autres. Tout cela s'est tu. C'est ici, dans notre pays, qu'a eu lieu une confrontation radicale à l'université de Lubumbashi entre le professeur Valentin Yves Moudimbe et le professeur Georges Ngal sur l'état de l'intelligence de l'université congolaise et des Congolais par rapport à l'Occident, à nos relations avec l'Occident. Moudimbe disait, nous devons nous lier à l'Occident parce que l'Occident est devenu notre père. Il a écrit un livre qui s'intitule « L'odeur du père ». Nous devons nous lier à l'Occident parce que l'Occident est à l'intérieur de nous-mêmes et nous ne pouvons pas nous en passer. À quoi Ngal répondait « Non, nous devons construire l'Afrique à partir de l'Afrique et prendre la distance nécessaire. » Ça fait un débat houleux. Nous tous, les étudiants, on était pour ou contre. Il y en a qui étaient pour Moudimbe, il y en a qui étaient pour Ngal. Et ça donnait l'impression d'un pays dont les intellectuels étaient en ébullition constante. Tout cela, c'est tu. Nos voix se sont tues. Mais, malgré toutes les crises qui ont fait que beaucoup d'entre nous, les forces intellectuelles, ont trahi et se sont tues, il y a eu quand même des forces qui émergent. C'est ici que nous avons eu un des penseurs les plus puissants d'Afrique actuelle, c'est l'abbé Oscar Bimouni Kweshi, qui a écrit un livre, Les discours théologiques africains, où il montre à quel point nous avons, nous Africains, des bases très solides pour ne pas nous faire dominer par qui que ce soit, et qui a combattu dans ce sens-là pour que la jeunesse que vous êtes aujourd'hui puisse être une jeunesse de liberté, une jeunesse de responsabilité, une jeunesse de compétitivité. C'est ici, toujours à ce pays, que l'abbé Léonard Santegi, que certains doivent connaître, a lancé l'idée d'une philosophie de l'invention, c'est-à-dire de la capacité pour nous tous, Congolais comme Africains, de pouvoir nous inventer un nouvel être, capable de rompre avec l'ordre actuel des dominations et d'ouvrir des perspectives essentielles pour l'avenir. Malheureusement, face à toutes ces pensées, on a l'impression que le monde politique s'est enfermé, n'écoute plus. Nous avons une politique autiste. Le monde économique s'est enfermé sur lui-même. Nous avons une économie autiste. Le monde culturel s'est enfermé en lui-même. Nous avons une culture autiste. Et le monde religieux et culturel est dans la même situation. Nous avons une culture autiste et une religiosité autiste, c'est-à-dire qui ne se laisse pas féconder par l'ensemble des courants d'idées que j'évoque tout simplement rapidement pour vous montrer dans quel sens nous devons avancer aujourd'hui. Alors, que nous faut-il faire dans cette situation-là, face à tous ces courants de pensée qui sont les nôtres?
et qui ont pour enjeu le développement de notre pays. Parce que tout ce que je viens de vous dire se concentre dans l'enjeu du développement de notre pays. Le développement éthique d'abord. La capacité de fonder la vie de la nation sur des valeurs essentielles. Le développement politique. La capacité d'avoir des leaders à la hauteur des enjeux de notre histoire. Le leadership congolais est faible, très faible. Le leadership congolais, politiquement parlant, n'est pas à la hauteur des ambitions d'un pays qui veut être émergent en 2020. Le leadership économique est dans la même situation. Et on n'a pas l'impression, puisque nous sommes en faculté d'économie de ce côté-ci de l'université, ce qui me frappe, c'est que nous sommes un pays, nous sommes un continent où, dans les domaines économiques, nous avons d'énormes problèmes monumentaux, gigantesques. Mais c'est là qu'on ne voit pas émerger de nouvelles théories économiques pour nous sortir de cette situation. Pourquoi cette infécondité de nos facultés d'économie pour le développement économique? Maintenant, j'ai l'impression que nous attendons même que dans ces domaines-là, ça soit de l'étranger qu'on organise notre économie. Et nous sommes même fiers aujourd'hui d'être reconnus comme pays pauvre très endetté. Depuis quand sommes-nous un pays pauvre? Et depuis quand nous sommes-nous endettés? Ceux qui se sont endettés, ils savent où ils ont mis l'argent du pays. Pourquoi on ne va pas le chercher là où il est? On nous dit que nous sommes endettés. Pourquoi donnons-nous notre destin économique à des organisations internationales sans que nous puissions utiliser toutes nos énergies, nos cerveaux économiques dans des facultés comme ici chez vous? Il faut aussi parler du développement culturel. Je me rends compte que de plus en plus, le Congo n'exporte plus sa culture intellectuelle, mais qu'elle exporte une musique qui pose problème, des danses qui posent problème et des religiosités qui posent problème. D'où la nécessité du développement spirituel de ces pays pour intégrer dans la foi les facteurs de la raison, de la réflexion et de la capacité d'ouvrir ces perspectives nouvelles dont nous devons tous rêver. L'enjeu derrière ce développement, c'est l'éducation. L'éducation au Congo, si nous ne prenons pas garde aux dérives actuelles de tout notre système éducatif, depuis l'école primaire jusqu'aux universités, nous serons de plus en plus un pays incapable de penser son propre destin, d'organiser son destin et de pouvoir se construire comme un pays capable d'avenir. Et si nous ne faisons pas attention, ce pays passera entre les mains d'autres nations qui sauront utiliser nos richesses. Il passera entre les mains d'autres forces mondiales qui s'empareront de tous les atouts humains et naturels que nous avons. Il faut donc comprendre que nous nous trouvons à un moment où l'éducation devient la clé des préoccupations, le cœur de toutes nos préoccupations, parce que quand nous aurons réussi l'éducation, nous aurons libéré l'imaginaire congolais, votre imaginaire de jeunes. Et à ce moment-là, nous pourrions sauver notre pays. Je vous remercie.
zéro, indépendance. 40 ans après, le Congo reste une référence de la connerie humaine et de ses conséquences. Souffrance, larmes, sang coule en abondance. Serait-il pas temps de s'accepter avec nos différences? Divergence d'opinion ou d'appartenance.